Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de pourquoi est-ce qu'on a tendance à s'auto-saboter, être aussi dur avec nous-mêmes, comment faire pour être plus bienveillant avec soi-même. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des racines de l'autocritique avec une base scientifique. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout. Je vais aussi vous proposer un petit exercice afin d'aller vers un mieux-être. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de penser je suis nul, je suis pas assez bien, je suis trop comme ci et pas assez comme ça? Donc avec tous ces termes-là que vous pouvez des fois vous adresser à vous-même, est-ce que ces mêmes termes, vous les adressez aussi à vos amis? Je suis pas sûre. Moi personnellement, il y a des fois des choses à la façon comment je vais être avec moi-même où je vais être super dure. Et c'est vrai qu'avec mes amis, je vais vite chercher à comprendre le pourquoi du comment et leur trouver des causes qui peuvent engendrer que. Avec nous-mêmes, on a tendance à être trop dur et pas assez compatissant. Donc, rien que par les termes qu'on choisit pour parler de nous-mêmes, on a vite tendance à s'enfoncer plus qu'à se valoriser. Il faut savoir que l'autocritique est un mécanisme de défense. Donc, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est plutôt une façon qu'on a naturellement tendance à avoir, tous plus ou moins, en fonction des fois de notre éducation. Donc je vais vous expliquer un peu plus avec les sources scientifiques, mais que c'est en fait un système de défense à certains événements possibles afin de nous protéger. Donc c'est une réaction de notre cerveau qui est tout à fait en fait normale et légitime. Et il y a notamment donc la théorie de l'attachement de John Bowlby, excusez-moi si je le dis mal, en 1969. Et dans cette théorie, on se rend compte que l'enfant apprend que son comportement influence le lien affectif. Donc si il reçoit de l'amour, surtout quand il réussit, l'enfant va alors intégrer qu'il doit être performant ou sage pour être accepté. Tout ça, ça va développer en fait un petit critique intérieur, une voix qui va nous murmurer plein de choses pas très agréables pour en fait tout simplement éviter l'échec et le rejet et pour conserver l'amour. Il y a aussi le biais de la négativité de Baumeister et AL, je sais pas comment ça se dit tout ça, je suis désolée, en 2001. En fait, ils se sont rendus compte que le cerveau humain traite les expériences négatives avec plus d'intensité que les positives. Enfin, c'est un peu comme un héritage évolutif où notre cerveau en fait va détecter les menaces comme vitales ou de la survie et voilà, donc on va plus garder en mémoire ce qui va être négatif et c'est pour ça qu'on a vite tendance à se dire même par exemple les gens qui sont sur les réseaux et qui parlent des haters, ils vont me dire oui mais moi je reçois peut-être des fois un message négatif contre 100 positifs. Malgré tout, c'est celui qui me reste le plus en tête. En fait, c'est normal, c'est aussi le cerveau qui est fait comme ça. Et en fait, c'est une façon de nous protéger et de voir où est le danger. Donc en fait, si on voit le danger, on peut plus facilement y réagir afin de se protéger. Ça viendrait de là. J'ai bien compris, c'est ça. Donc c'est un héritage évolutif qui va détecter la menace qui était vitale justement pour la survie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on amplifie nos erreurs et on minimise nos réussites. Surtout quand on s'adresse à soi-même, ne serait-ce que par la pensée. Donc nos réussites n'ont plus aucun intérêt, quasiment. C'est ok, j'ai réussi, je passe à autre chose et je m'attarde pas dessus. Alors que les erreurs, on va en faire toute une montagne. On voit bien qu'il y a quelque chose de disproportionné. Donc, et après, il y a aussi un autre point, c'est le rôle de l'amygdale. Donc, l'amygdale, c'est une partie du cerveau qui va réguler en fait notre peur et notre stress. Quand on vit un échec ou une faute ou une critique, même dans notre imaginaire, en se faisant des films tout seul, eh bien en fait, cette zone du cerveau, l'amygdale, elle va s'activer et puis le corps, il va se mettre en alerte et on va avoir plein de pensées critiques, négatives, s'activer pour nous protéger. Et alors pourquoi nous protéger? Tout simplement à cause du cerveau. Il croit que c'est ce qu'il fait, qui nous protège, en nous faisant peur, tout simplement, ou en nous faisant croire qu'on n'est pas assez bien. Comme ça, ça sera moins douloureux si ça vient de nous que si ça vient d'une personne extérieure.
Voilà, c'est un peu la logique de notre cerveau. Donc c'est un peu bancal, je suis d'accord avec vous, c'est pas très sain, mais en fait on a tous ce système-là en nous. Donc après il y en a qui vont l'avoir de façon plus importante que d'autres, tout simple pour plusieurs raisons, serait-ce que par l'éducation qu'on a pu avoir. Comme on a pu parler dans la vidéo. Après il y a aussi une autre étude intéressante de Paul Gilbert en 2009 sur le système des 3 circuits émotionnels. C'est issu de The Compassion Confused Therapy. C'est un modèle qui montre que nous avons 3 grands circuits de régulation émotionnelle. Donc, en premier point, on va avoir notamment la menace. Donc, l'objectif va être de se protéger. Les émotions qui vont être reliées à ça, ça va être plutôt la peur, la honte, la colère. Et ce circuit, on va dire, neurologique, il va être suractivé par les personnes autocritiques qui vont être très dures avec soi-même. Le deuxième circuit, c'est le drive, donc tout ce qui va être motivation et action. Donc on va être dans l'excitation, avec une certaine ambition. Et parfois quand on est surstimulé à tout ça, on va être dans une hyper-productivité. Ce qui n'est pas forcément sain parce que ça engendre d'autres déséquilibres. Mais c'est intéressant parce que ça nous sert aussi à réaliser des objectifs. Et il y a le troisième point qui est le point peut-être le plus sain, ça va être tout ce qui va être en lien avec la sécurité et la connexion. Donc ça va être les émotions qu'on va le plus ressentir, ça va être tout ce qui est tendresse, confiance, le calme. Et c'est souvent le circuit qui est le plus sous-développé. Ouais, celui qui est le plus souvent sous-développé et peut-être celui dont on a le plus besoin. Et c'est intéressant parce qu'ils se sont rendus compte dans ces études-là que plus on développe le troisième circuit où on va chercher à être dans une certaine sécurité, une connexion, une tendresse, une confiance envers soi-même, eh bien, on va réaliser plus facilement des objectifs à long terme parce que on sera plus dans une soif d'apprendre, on sera moins dans un stress à l'idée de l'échec et de rater ou d'être jugé. Voilà, désolée, j'ai été coupée. Donc, l'autocritique provient en fait d'une hyperactivation du système de menace sans activation suffisante du système d'apaisement. Donc en fait, ce qui va manquer, c'est de l'autocompassion. Je pense honnêtement que l'autocritique, c'est pas par hasard que notre cerveau l'utilise et on en a besoin. Ça nous permet en fait de voir sur quel point on peut s'améliorer. Ça peut nous permettre effectivement de nous protéger. Par contre, c'est aussi important de pratiquer l'autocompassion plus que l'autocritique afin de trouver en fait un juste équilibre et être pas trop dur envers soi-même. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui vont très peu utiliser l'autocritique, mais peut-être que ça cache d'autres choses. Là, je ne suis pas psy, donc je ne peux pas le développer plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant en fonction des recherches que j'ai pu faire et de ce que j'ai pu apprendre. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, si vous faites partie de ces personnes qui sont beaucoup trop dures avec vous-même, sachez que, vous n'êtes pas seul et qu'en fait, c'est votre cerveau qui fonctionne comme ça parce que c'est votre cerveau qui cherche à vous protéger. Mais qu'il y a des solutions, mais que ces solutions, ça met du temps à se construire, à se réguler et ça sera jamais non plus parfait, mais en tout cas, vous pouvez faire en sorte que ça soit bien plus vivable et agréable au quotidien. Alors, pourquoi l'autocompassion? C'est un antidote efficace et validé par la science, Il y a les études de Christine Neff de l'Université du Texas, qui est la pionnière dans ce domaine, qui elle a travaillé notamment sur l'autocompassion et elle s'est rendue compte qu'il y a 3 dimensions de l'autocompassion. Donc la première, ça va être la bienveillance envers soi, plutôt que dans un jugement sévère. La deuxième, ça va être une humanité commune, se rappeler que l'imperfection est universelle. Et la troisième, c'est la pleine conscience, c'est accueillir ses émotions sans les fuir ni les dramatiser. Juste dire, ok, l'émotion est en fait une information. Donc les personnes qui vont être autocompassives, elles auront moins de stress, d'anxiété et elles seront moins sujettes à la dépression. Elles se relèveront aussi bien mieux après un échec parce que elles accepteront peut-être plus facilement l'idée de l'échec et elles diront que ça ne définit pas leur personne ni l'entièreté de leur bien-être dans l'avenir. Et elles vont être aussi plus motivées à changer durablement, donc sur le long terme. On a aussi un rapport au corps et à l'identité qui est plus stable. Contrairement à ce qu'on croit, l'autocompassion, c'est pas négatif.
dans le sens, c'est pas être trop dans la bienveillance avec soi-même et que on veut pas assez se remettre en question. C'est pas ça. C'est non, au contraire, on peut être dans l'autocompassion tout en se remettant en question parce qu'on a aussi ce système de l'autocritique. C'est important quand même de voilà, s'auto-observer dans tous les cas et se dire sur quoi je peux m'améliorer, mais chercher à prendre plaisir et accepter que les choses puissent prendre du temps. L'autocompassion, ça va augmenter la responsabilité personnelle sans non plus se flageller et se dire qu'en fait on est des personnes horribles parce qu'on a raté, alors qu'en fait non, c'est tout simplement le principe de la vie. On teste, on expérimente, on apprend et on s'améliore. Des fois ça demande du temps, des fois il y a des choses où on va avoir plus de facilité que d'autres, mais qui n'a jamais commis d'erreur? Après, j'ai remarqué qu'on a tendance à être trop dur avec nous-mêmes, on a tendance à vouloir être parfait et à se mettre une grosse pression. Sauf qu'en fait, la perfection, moi, de ce que la vie m'a appris, parce que moi, je suis la première à avoir cherché à être parfaite, et ça m'arrive encore à avoir cette pression que je me mets toute seule, hein. Pas besoin que les autres m'aident à la mettre, j'y arrive très bien à le faire toute seule. Mais en fait, la perfection, c'est une illusion. Parce que ce qui sera parfait pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Par exemple, vous mettez, je sais pas, 2 personnes différentes devant le même tableau. Pour un, ça va lui parler énormément, ça va lui renvoyer, je sais pas, des souvenirs. Il va voir la technique du pinceau qui va être incroyable. Et puis, il y aura l'autre qui va se dire, ouais, c'est un carré rouge sur un tableau. Enfin, moi, je peux faire la même chose. Alors que l'autre va dire, bah oui, non, mais il y a toutes les dimensions de contraste, de que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la perfection, c'est comme l'art, c'est subjectif. Donc, ce qui sera parfait pour vous ne le sera pas pour votre voisin. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est que pour vous, vous dites, ouais, je suis peut-être pas assez comme ci ou trop comme ça, mais en fait, du point de vue d'une autre personne, ça sera l'inverse, ça sera non, au contraire, t'es très bien comme ça, et c'est les autres qui le sont pas assez. D'ailleurs, ça me fait penser à une youtubeuse qui est médium, c'est Mélanie Médium, que je suivais beaucoup il y a longtemps quand j'étais au lycée, et qui disait que son mari souvent lui disait ouais t'es trop gentille. Et en fait, elle s'est vraiment remise en question. Et à un moment donné, elle s'est dit mais non, mais en fait je suis pas trop gentille. C'est les autres qui ne le sont pas assez. Et moi, cette phrase, mais qu'est-ce que ça m'a touchée quand j'ai entendu, et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est qu'on a besoin d'un monde où on est tous plus bienveillants avec soi-même et avec les autres. Et c'est pas un défaut de vouloir être gentil. Et après, voilà, faut aussi nuancer et savoir se protéger et pas non plus se faire marcher dessus. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui fait que la perfection n'est pas universelle et ça va être plutôt une vision des choses qu'on va avoir, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas déjà la même personnalité, on n'a pas les mêmes goûts, mais on n'a pas non plus les mêmes expériences de vie et on n'a pas tiré les mêmes enseignements de ces expériences de vie. Enfin, forcément, face à une information, face à un événement ou quelque chose, on va pas forcément avoir le même opinion de ce qui est le mieux et de ce qui l'est pas, enfin, ou moins en tout cas. Et les personnes qui cherchent à être parfaites, ou être dans une recherche plus de la perfection, c'est souvent à cause des modèles des réseaux sociaux, par exemple, ou de leur famille, de comment ils ont été élevés, etc. Et cette peur du rejet. Donc si vous avez la peur du rejet que vous pouvez découvrir dans le livre sur les 5 blessures de l'âme, c'est de Lise Bourbeau. Si vous avez la blessure du rejet, il y a de fortes chances que vous cherchiez à être dans la perfection, ou en tout cas il y a des périodes de votre vie. Je peux vous le dire, moi j'ai cette blessure. Et oui, c'est vrai, je confirme. Très jeune, j'ai commencé à chercher à être dans une certaine perfection, à mettre beaucoup de pression. Là, j'essaie d'en sortir, mais même encore aujourd'hui, je vois que j'ai encore ce mécanisme qui revient. Et pourtant, je cherche à l'apaiser et à atténuer ce mécanisme qui n'est pas très sain. On va pas se mentir. Et en plus, plus on cherche à être parfait et plus on va voir les imperfections et plus c'est frustrant et plus en fait on est dans un système infernal où on n'est jamais content et jamais content de soi-même. Donc en fait, c'est super dur après d'aller bien et de prendre du recul quand on est dans ce mécanisme-là. Les choses prennent du temps. Et alors pourquoi? Parce qu'on a un système dans nos vies où tout le monde passe par là, on ne s'en rend pas forcément compte, où on va être amené à aller
retourner voir une problématique qu'on a déjà rencontrée. Donc par exemple, c'est un peu comme un oignon, on va enlever une première couche, un jour on va dire: «Ah super, j'ai bien travaillé j'ai super bien, travaillé, j'ai enlevé une grosse couche et tout ça». Oui d'accord, mais tu en as beaucoup avant d'arriver au cœur. Donc après, je sais pas, au bout d'1 an, on se remet à renlever une couche. Au bout de 3 ans, on renlève encore une couche parce qu'en fait, la vie va nous renvoyer des événements qui vont nous rappeler par exemple, des sortes de traumatismes, des périodes de nos vies pas toujours évidentes ou des choses qui vont dire là, t'es pas allé voir assez en profondeur ce que tu as pu ressentir, ce qui a pu se passer. Tu n'avais pas forcément la maturité d'esprit de voir les choses sous un autre angle pour prendre peut-être plusieurs reculs ou pour aller plus au fond, voir les choses au fond en toi. Voilà, c'est comme par exemple quand il y a une rupture amoureuse, au début on pleure, c'est horrible, on est très triste, on se dit mais comment je vais faire, voilà. Puis ensuite on finit par apprendre à vivre avec et puis on se dit ouais effectivement petit à petit oui, il y a telle chose, ça m'aurait pas convenu sur le long terme, ça non plus, puis ça non plus. Après, il y avait tel bon souvenir aussi. Ouais, mais il faut pas oublier qu'il y avait ça qui n'allait pas. Et puis voilà, et qui fait qu'on prend plus de recul et on se rend compte que bah, c'est ce qui nous a permis de rencontrer une autre personne qui nous correspondait aussi plus. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça à voir, à prendre en compte. En fait, l'autocritique, on a tendance aussi à en avoir même après des progrès. Et c'est tout à fait normal. En fait, c'est l'évolution qui est comme ça. Alors, il n'y a rien de linéaire. Tout se fait progressivement à différentes étapes de nos vies et de nos épreuves de vie. Et c'est pas forcément que dans la souffrance, comme je pouvais vous le dire, ça peut être justement après des progrès. Par exemple, vous pouvez super bien réussir quelque chose, mais ça va vous soulever beaucoup d'autres inquiétudes parce que vous dire ah oula, mais moi j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Ça veut dire que je dois réagir comment, faire comment, mais est-ce que ça va bien perdurer tout ça? Est-ce que je vais pas perdre des choses que j'aime déjà maintenant? Comment je vais procéder? Et c'est intéressant de se dire, bah, peut-être que ce mécanisme-là de stress et d'angoisse, ben, il est peut-être activé par quelque chose plus antérieur ou ça vient nous renvoyer à des choses plus antérieures. Et pourquoi est-ce que ça nous fait écho à ça? Voilà, c'est un exemple pour vous dire que bah, rien de linéaire et que ça peut même venir après des choses positives dans nos vies. Donc comme un oignon, en fait, on enlève une couche, puis une autre, et parfois on retombe sur une même blessure ancienne, mais avec un autre regard et avec plus de conscience et plus de recul. En résumé, c'est ça. Faut pas non plus oublier, pour rester un peu positif et bienveillant avec soi-même, que le fait de chercher à évoluer, de se remettre en question, de chercher à améliorer notre vie, à nous améliorer nous-mêmes et à évoluer, c'est hyper positif et c'est hyper courageux parce que c'est pas facile en fait, mine de rien. Évoluer, se remettre en question, ça demande aussi une grande bienveillance, comme je vous le disais, envers soi-même, pour pas non plus s'enfoncer et avoir l'énergie nécessaire pour avancer, pour apprendre. Donc voilà. Donc quand tu te remets en question et que tu cherches à évoluer, à comprendre, à t'améliorer et à améliorer, en fait, tu es déjà dans un système où tu agis pour un mieux-être ou pour du mieux en fait. Tout le monde n'a pas pris ce même type de décision. Pour ça, ça veut dire changer des habitudes, changer une façon d'être. Ça veut dire aussi changer une façon de penser dans certains cas. Donc c'est-à-dire être plus dans la bienveillance avec soi-même, avoir peut-être un autre regard sur les choses avec plus de recul. C'est pas évident, ça demande du temps. Et forcément, comme je vous ai dit, il y a des rechutes parfois. C'est normal, c'est la vie. Ce que je veux dire, il y a absolument aucun jugement. Il y a beaucoup de personnes en fait qui n'osent pas commencer ce travail sur eux parce qu'en fait, c'est terrifiant d'aller voir nos blessures. Ça veut dire que ça me demandait du courage, du travail, du temps, de la remise en question, de l'apprentissage. Et ça, c'est pas le plus agréable sur le moment, mais sur le long terme, en fait, on se sent plus léger. Moi, j'aime bien des fois faire ça, me reconnecter à l'énergie de qui j'étais étant plus jeune. Je sais pas si ça vous arrive aussi de le faire. Quand je me reconnecte à la moi du passé, je me sens mais super lourde dans mon cœur, dans mon corps. C'est comme si j'avais beaucoup plus de poids en plus, alors que
que voilà, c'était juste, moi à ce moment-là, des fois, je pouvais même être très heureuse, ce sentiment d'être très heureuse, mais je sens que je me suis allégée de plein de choses et qui fait que je vais mieux, mais je sais que demain, quand je me reconnecterai à la moi d'aujourd'hui, je me dirai: «Oh là là, mais qu'est-ce que je me sens lourde et contractée au niveau du cœur». Il y a comparé à où j'en suis maintenant et ainsi de suite. Donc c'est chouette de dire, bah, on essaye de se délester de ce qui nous encombre intérieurement. Donc l'exercice que je peux te proposer, parce que comme on en a parlé en début de vidéo, c'est lorsque tu es trop dur avec toi-même ou que tu rencontres une problématique, tu peux te parler à toi-même comme si tu étais ta meilleure amie. Mais genre, tu parles à toi-même en tant que, ben non, mais tu vois, en parlant à la deuxième personne du singulier. Donc, mais non, mais tu n'es pas je sais pas moi, c'est difficile, c'est aussi qu'il y a eu ça qui t'est arrivé, qui a engendré ça. Mais ce que je peux encore plus vous conseiller, en plus de vous parler à, à vous-même, à la deuxième personne du singulier, comme si vous étiez votre meilleur ami, eh bien, c'est de vous écrire une lettre en vous adressant comme si vous étiez votre meilleur ami. Parce que l'écriture a énormément de bienfaits. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir, je vous la mets ici et dans le petit i et en barre d'infos. C'est une vidéo sur les bienfaits du journaling. Et le fait d'écrire, il y a beaucoup d'études même scientifiques qui montrent à quel point l'écriture apporte beaucoup. Par les études, ils se sont notamment rendus compte que au début, on a tendance à être très dur et puis le fait d'écrire ce qu'on ressent et nos émotions, eh bien à la fin, on devient plus dans la compassion avec soi-même et plus naturellement. Donc, je vous encourage vraiment de passer par l'écriture. Si c'est trop difficile pour vous d'écrire à la main, parce que je sais qu'il y en a, ils peuvent rencontrer ce type de problématique, je vous invite de l'écrire alors sur ordinateur, sur votre tablette, peu importe, mais au moins écrivez. C'est vrai qu'il y a plus de bienfaits le fait d'écrire à la main parce que ça ancre plus les choses en nous, mais il y a d'autres alternatives aussi. Dans cette lettre, essayez d'être le plus dans la bienveillance possible envers vous-même afin de pas être trop dur et de trouver les solutions. Essayez de trouver les solutions ensemble. Quel conseil vous donneriez à votre meilleur ami qui serait dans exactement la même situation que vous dans cette problématique-là? Vous verrez naturellement, vous trouverez les réponses tout seul. Vous n'aurez même pas besoin de l'appeler. Et je vous promets, hein, moi, ça m'est arrivé de trouver des solutions comme ça, sans passer par une tierce personne. Mais c'est vrai que des fois, on a besoin aussi d'un avis extérieur, car ça rassure. Vous pouvez aussi vous poser des questions sur qu'est-ce que j'aime le plus en moi ou qu'est-ce qui est le plus beau en moi, que ça soit au niveau des valeurs, des qualités, même de l'esthétique physique, hein, si c'est ça qui est plus dur pour vous à aimer. Il y a forcément une partie de votre corps que vous pouvez apprendre à aimer. Moi, il y a une période où j'aimais pas du tout mon physique et les seules choses que j'aimais, c'était un ongle. Je vous promets, c'est pas une blague, j'ai l'impression d'être ridicule. Mais en fait, je me suis tellement concentrée sur cet ongle que ça m'a permis de voir plein d'autres aspects de ma personne physiquement que j'aimais. Et ça m'a aidé à être dans un système plus positif, en fait, dans une vision des choses plus positive. Et je pense qu'on peut faire la même chose avec nos valeurs intérieures, que ça soit nos valeurs, les choses que l'on fait dans le concret qui sont bien, et voilà, de ce qu'on peut apporter à soi et aux autres. Il y a forcément des choses qui peuvent vous apaiser. Je sais pas comment dire autrement. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Moi, j'ai appris des choses en vous la préparant et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le communiquer, à vous en parler. J'espère aussi que vous chercherez à être plus dans la bienveillance avec vous-même et que vous vous culpabiliserez moins d'être trop dur avec vous-même parce que c'est un système qui est naturel et qui fait partie de notre cerveau, de notre fonctionnement et c'est un système de protection. Donc, voilà. On fait du mieux qu'on peut, tout simplement, avec les infos qu'on a, avec les éléments qu'on a. Et on peut pas tout savoir, on peut pas tout bien faire. Et la perfection, de toute façon, c'est subjectif. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!